aujourd'hui? Alors, mon invité, c'est Alexis Corbière, député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. De profession, il est professeur de lycée professionnel. Il est parti de la Ligue communiste révolutionnaire, puis il est passé par le Parti socialiste, le Front de gauche, et maintenant il est une des figures emblématiques de la France insoumise. Son dernier livre aux éditions Perrin, Jacobin, les inventeurs de la République, avec des portraits en défense de révolutionnaires, dont évidemment Robespierre. Forcément, Alexis Corbière, bonjour. Vous êtes là, vous vous installez. Merci d'être avec nous en cette actualité extrêmement chargée, puisque la contestation contre la réforme des retraites arrive au Parlement, je le disais, à l'Assemblée nationale, pour être plus précise, cet après-midi avec le début des travaux de la commission spéciale. Vous avez déposé beaucoup d'amendements, 19 000 pour la France insoumise, et voilà ce que vous répond la majorité. Je trouve que c'est dévoyer le rôle du Parlement, c'est dégrader le rôle d'un parlementaire, c'est au fond, devant les Français, dire qu'on ne veut pas le débat. Et je trouve que quand on est parlementaire, c'est faire défaut. On voit bien qu'ils sont dans une stratégie d'obstruction parlementaire. Moi, je ne suis pas tellement certaine que ça honore la démocratie et que ça apporte la démonstration qu'on a là une démocratie mature. Rendez-vous compte, sur ce simple texte-là, la France insoumise fait autant d'amendements que ce qu'on avait dans les premières législatures de la Ve République. On y est habitué de la part de la France insoumise, parce que j'encourage vivement nos auditeurs à aller lire les amendements qui sont déposés, où c'est un mot, une virgule qui change. Donc on voit que c'est clairement de l'obstruction. Bonjour Alexis Corbière, merci de nous avoir rejoints. Oui. Alors, votre leader, Jean-Luc Mélenchon, a clairement revendiqué la technique d'obstruction comme une technique parlementaire dont il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas franchement nouvelle. Exactement. J'ai moi-même passé quelques années au Parlement et j'ai vu ces techniques. Quand il y a des grands dossiers, par certains moments, s'il arrive qu'on l'utilise. Voilà, ces techniques d'obstruction. Enfin, quand même, c'est un petit peu caricatural. On essaie quand même de rénover le rôle du Parlement, l'action du Parlement. Est-ce qu'il faut se réfugier dans les vieilles techniques parlementaires ? C'est une technique parlementaire dans un Parlement, celui de la Ve République, qui est assez croupion. C'est le problème. C'est que, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure le sujet qui était abordé, celui de ce petit scandale qui a eu lieu sur le journée de deuil d'enfants. On va y revenir. Non, mais c'est à l'image du problème. Voilà, c'est-à-dire que quand on a affaire à des députés, je parle ceux de la majorité, qui sont des députés, on les appelle méchamment des députés Playmobil. Vous savez, ces petites figurines, ils ont tous le même visage, ils sont tous pareils. Nous, notre temps, on disait des députés godillots. Exactement. Et du temps du général de Gaulle, c'était même un gaulliste qui avait dit « Nous sommes les godillots du général », ce sur quoi le général marche, les grosses godasses, qui permettent d'avancer. Sous-entendu, on se ressemble tous et on permet d'exécuter les ordres. Moi, je ne conçois pas le travail parlementaire comme ça. Mais revenons d'abord à l'essentiel. Un peu, y compris au passage, une petite taquinerie. J'ai plaisir de voir, comment il s'appelle, Benjamin Griveaux, qui ne met plus les pieds au Parlement depuis un an. Moi, je fais peut-être de l'obstruction parlementaire. Lui, ce serait bien qu'il en fasse un petit peu plus quand même, parce qu'il est quand même parlementaire. Je tiens à lui rappeler, pas seulement candidat à la mairie de Paris. Donc, je m'amuse de voir qu'il a un avis sur ce qui se passe au Parlement. Il n'y fiche jamais les pieds. Allez, venez. Non, mais c'est important, parce que quand même, des gens qui nous font la leçon n'honorent pas le mandat de député. Moi, je l'honore avec mes amis. Nous travaillons beaucoup et nous utilisons toutes les astuces, toutes les ficelles, tout ce qui permet de faire entendre quoi ? Ce que vous avez dit, la protestation actuellement qui existe dans le pays. Cette protestation, il y a des gestes symboliques. Les avocats jettent leur robe d'avocat aux pieds de Madame Belloubet quand elle est là, ou dans des lieux symboliques. Les enseignants déposent leurs cahiers. Les ouvriers, j'ai vu des mobiliers de Paris, ont déposé leurs outils. Nous déposons symboliquement 19 000 amendements au pied du gouvernement pour lui dire on ne peut pas travailler dans ces conditions. Écoutez ce qui se passe, la protestation qui existe. Le Conseil d'État, c'est quand même pas une bande de mélenchonistes. Le Conseil d'État dit attention, la manière dont ce texte arrive ne permet pas véritablement qu'on puisse en voir toutes les finalités. Moi, je suis dans la commission défense et armée, le Conseil supérieur des armées, qui est une instance extrêmement, là aussi, pas du tout, normalement, protestataire, a fait savoir que ça allait avoir une conséquence sur les carrières des militaires. On me demande de voter sur des textes, vous avez lu Roselyne Bachelot le texte comme moi, il y a des aspects, on verra ça plus tard, par ordonnance, etc. Moi, je ne suis pas un député qui est là pour voter des choses dont je ne connais pas les conséquences pour les salariés. Vous avez gentiment rappelé, Roselyne Bachelot, que je suis enseignant. Les enseignants vont être rudement impactés par cette réforme des retraites. Le ministre Blanquer a dit, message reçu, on va revaloriser les salaires dans une négociation qui devrait se terminer au mois de juin. Et moi, on me demande, au mois de février, de voter une loi dont je ne connais pas la finalité d'une possible compensation qui aurait lieu en juin. Tout ça, c'est un travail de gribouille. Alors qu'ils fassent leur conférence salariale qui vient d'avoir lieu, et éventuellement, après, plus tard, il y aura peut-être un travail parlementaire. C'est le coup de force qu'ils veulent nous imposer. Nous, le petit outil qu'on a, c'est, puisque vous voulez nous coup de force, voilà 19 000 amendements,
pour créer une ambiance de travail. Voilà. Bon, il y a quand même une stratégie que vous revendiquez d'ailleurs clairement, qui est une stratégie d'obstruction qui est bien connue. Maintenant, certains, y compris dans l'opposition, vous reprochent de ne pas suffisamment peut-être parler du fond et que cette technique d'obstruction, justement, empêche de parler du fond. Est-ce qu'on pourrait... Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, n'est pas du tout d'accord avec cette manière de faire, et lui, il y souscrit absolument pas. Ce gouvernement a fait le choix qu'il n'y aurait qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, une procédure dite accélérée, pour qu'il n'y ait pas de débat. On va utiliser tous les outils. La France insoumise, il pilonne par le nombre d'amendements. Nous, on privilégie le débat de fond. Nous pensons, nous communistes, qu'il faut continuer d'éclairer les gens, les citoyens, les salariés, sur tout ce qu'il y a de nocif dans ce texte de loi. Oui, je comprends l'attitude de Fabien Roussel, parce que c'est vrai que, de toute façon, le système des retraites, c'est quelque chose de très, très compliqué à comprendre, sans même parler de la réforme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'expliquer clairement l'architecture du système social français. Est-ce que, finalement, ça ne vous fait pas perdre de la crédibilité quand on lit, par exemple, de remplacer le texte d'une section par une réforme bâclée au champ d'application temporel comme matériel délibérément flou? On se dit bien que c'est à la limite du chansonnier, de l'humour. Est-ce que ça ne décrédibilise pas votre discours? Je répète, peut-être que je ne suis pas convaincant, que ce qui décrédibilise le travail parlementaire, c'est un texte dont on ne connaît pas les totalités des finalités quand on est parlementaire, un texte qui est décrié par le Conseil d'État, un texte... Alors perdez pas votre temps avec des amendements. Alors, non mais après, donc on est sur de la stratégie, après, qui consiste à dire quoi? Moi, je pense que je me déshonorerais si, quelque sorte, c'était le même ronronnement parlementaire pour ce texte comme sur les autres. Parce que Fabien Roussel est un ami, mais il s'est perdu d'avance sa stratégie. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il va convaincre quelqu'un à l'occasion des débats parlementaires. Il sait très bien que sa stratégie ne sera pas plus efficace. Il ne va pas me faire croire, Fabien Roussel, dont je connais les convictions, que par la magie de son verbe, il va convaitre les députés En Marche. Donc la question, c'est s'adresser... il va peut-être convaincre plus de gens dans l'opinion publique. Voilà, la question, c'est comment on s'adresse au pays. Moi, il me semble. Et notamment, que ce soit moi, Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, et je vous en remercie, on a accès au plateau télé, et c'est là que ça se passe. C'est là le débat de l'opinion. Ceux qui me regardent doivent comprendre qu'on va vous demander de travailler plus longtemps, et maintenant les vrais chiffres sont en train de tomber, possiblement 67 ans, avec des pensions qui mécaniquement, parce que justement on vous demande de travailler plus longtemps, vont baisser. Je ne veux pas de ce projet de société. La retraite aujourd'hui est un moment d'un troisième temps de la vie. C'est plus le moment où on est un vieillard, c'est un moment où on est encore en pleine possession de ses moyens. On peut donner des moyens. Non, mais pardon, je n'aurais pas l'idée. Mais franchement, vous en êtes une illustration vivante. Hein, quelque part, le bachelot, c'est une mesure étalon du fait qu'on peut avoir une grande carrière politique. Non, mais c'est vrai, je vous taquine pas seulement. Une carrière politique bien remplie. Et maintenant que vous avez passé la main, il ne me semble pas que vous êtes en sous-activité. Vous faites des choses. Vous avez une tête qui fonctionne bien et le reste aussi. Et vous participez à ça. Et il y a plein de gens qui s'investissent. Bon, si le projet de société, dans une société où il y a quand même beaucoup de richesses, etc., où il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de boulot, c'est dire il va falloir travailler 64, 65, 67 ans, je dis non. Mais là, je le dis non avec une force qui n'est pas seulement le non que j'ai pu faire entendre quand il y avait le débat sur l'assurance chômage, le débat sur la baisse des APL. Là, c'est un non à cette société. Non, je ne veux pas. Et j'ai la modestie ou la prétention de penser qu'avec moi, il y a une majorité de Français. Même des gens qui ont voté Macron. Est-ce que ce n'était pas l'occasion d'un débat de fond, non, mais débat parlementaire? on l'a, le débat de fond. Oui, mais c'est-à-dire que vous auriez pu faire des propositions concrètes au lieu de changer juste une virgule pour arriver à 19 000. Après, c'est une question d'appréciation. Peut-être que l'histoire me donnera tort. Que quand les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils leur font aux Insoumis? Avec ce chiffre spectaculaire, ils voient bien que c'est pour faire entendre cette protestation. Franchement, là, les avocats, vous savez, dont vous avez parlé, que je connais bien, ils n'ont pas besoin de la France Insoumise pour savoir le degré de protestation. Mais ils attendent de nous qu'on ne banalise pas ce débat qui va avoir lieu. Vous savez, ils vont utiliser aussi le règlement pour nous écraser. Hein. Ne croyez pas qu'ils vont se laisser faire. Donc le Parlement risque d'être brutalisé. Moi, je ne veux pas. Voilà. C'est une action symbolique de la même façon. Peut-être que vous aviez suivi, je sais que vous avez suivi d'ailleurs. On avait déposé aussi une motion de censure à un moment donné. C'est symbolique, c'est perdu d'avance. Et pour autant, nous déposons par moment des motions de censure. Roselyne Bachelot, vous avez connu des grands moments de débat parlementaire dans l'histoire de ce pays. Nous ne le faisons pas sur tous les sujets, mais en faisant cela et en exacerbant des choses, en caricaturant quelque part, nous voulons envoyer le signal au pays que c'est grave, bon sang. Nous ne nous laisserons pas faire. Alors après, il y a d'autres stratégies. Fabien Roussel en dit une.
je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Moi, je critique pas. Hein. Je veux dire, et nous, des bons arguments, on en a. Il me semble que chaque fois que l'un d'entre nous, Adrien Quatennens, est un peu devenu le spécialiste du sujet, franchement, tous ceux qui l'ont vu à la télé peuvent pas dire, même s'ils sont pas d'accord avec Adrien, que nous sommes légers sur le dossier. On a des choses à dire. Mais là, on est dans un moment particulier. 577 personnes, les députés, dans ce Parlement déformé et faible, vont se réunir. Et moi, je veux faire entendre qu'à nous, à 17, eh bien, on utilise tous les moyens. Alors, il y a eu un autre moment fort à la fin de la semaine dans cette vie parlementaire, c'est le débat sur le congé de deuil parental avec un certain nombre de couacs. Et le week-end médiatique a été marqué par le mea culpa de Muriel Pénicaud qui a répondu à nos sur questions, l'amendement Bricout de l'UDI qui étendait de 5 à 12 jours le congé de deuil parental. Et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a reconnu une erreur effectivement sur notre antenne samedi soir. Nous avons reconnu que c'était une erreur. Je peux vous dire que dans l'hémicycle, il y avait beaucoup de débats sur ce sujet. Les textes, d'ailleurs, sont passés presque à moitié-moitié. Donc, on a eu une attitude un peu conservatrice sur ce sujet. Mais c'était une décision collective, on l'assume collectivement. Mais on a reconnu le vendredi qu'il y avait eu une erreur. Moi, ce que je veux faire, c'est que quelque chose qui marche pour les parents. Et il faut aller plus loin et il faut que ça marche. Et là, c'était pas clair. Le texte n'était pas clair, donc on ne pouvait pas l'accepter comme il était. Bon, c'est pas joli de faire ce qu'elle fait. Je peux en dire deux mots. Oui, parce que moi, oui, j'étais bien sûr. présent, j'ai raté un peu le début, je suis arrivé après dans l'hémicycle, c'était François Ruffin qui a mené la bataille. C'est que le débat a eu lieu. Premièrement, sans être trop technique, c'est une journée où le groupe Les Républicains présentait un projet de loi, d'accord ? Projet de loi républicain. Une proposition, je crois que c'était l'UDI qui présentait Alors le projet de loi, mais Bricout, oui. cet Alors, non, amendement-là, attendez. c'est Non, cet non, amendement-là. Oui, je Bon, bref, comprends. c'était Voilà, pas un texte. vous avez raison, c'était continuez, pas- bon, excusez-moi. donc ce texte, avec lequel moi j'ai des désaccords avec les Républicains, mais auquel nous étions d'accord. Et on a eu une violente montée contre ce texte, qui n'est pas comme ça, et où Mme Pénicaud a clairement fait entendre que la volonté du gouvernement était de dire non à ça. Et dans cet enthousiasme régressif, il y a même une députée En Marche qui a dit que nous voulions nous payer bonne conscience sur le dos des entreprises. Donc les arguments ont été échangés. Ça a été véhément. Beaucoup d'émotions a eu lieu, des gens disant mais ça n'est pas possible de parler comme ça. Et pour autant, même quand cette députée En Marche, en soutien à la ministre du Travail, a dit que nous voulions nous payer seulement bonne conscience sur le dos des entreprises, les députés En Marche ont chaleureusement applaudi, ce qui me semblait être assez indécent. Donc on ne peut pas dire seulement que c'est à l'insu de leur plein gré. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? À l'insu de leur plein gré, donc cette décision aurait été prise. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous existez, les gens écoutent, ça a été médiatisé, et d'un seul coup, il y a quand même une émotion qui est montée dans le pays. Alors, quand ils comprennent progressivement, ce gouvernement, que face à cette émotion, ils ne peuvent plus tenir parce que ça fait beaucoup d'émotions suscitées, là, ils reculent, et je m'en félicite. Mais la responsable, c'est la dame qui a parlé, Mme Pénicaud, parce qu'elle caporalise, c'est ça, c'est la même discussion que sur les retraites. Moi, c'est ça qui me désole, c'est que vous ne parlez pas à des gens qui votent en conscience. Vous parlez à des gens qui viennent pour obéir à des consignes qui leur sont données. La consigne, c'est toujours d'accord avec le gouvernement. Bon, voilà. En l'occurrence, sur ce dossier... Oui, en l'occurrence, sur ce dossier, sur d'autres, il y a de plus en plus de chimie dans la majorité. Non, mais alors, précisément, on en est à combien ? J'ai vu l'autre jour, on a quand même plus d'une vingtaine de députés En Marche qui sont en train de se libérer et de quitter le groupe En Marche. C'est la seule liberté qu'ils ont. Soit tu te tais... À l'époque, Chevènement disait tu fermes ta gueule ou tu démissionnes. Là, en l'occurrence, c'est ils se taisent, je ne vais pas reprendre l'expression triviale, ou ils quittent le groupe. Alors, ils sont quand même de plus en plus nombreux à quitter le groupe. Mais alors là, c'est quand même le président de la République qui a rappelé sa ministre parce que manifestement, c'était pas possible. Voilà, parce que manifestement, il a un petit peu plus de capteurs dans la société que nombre de ces Playmobil, ces méchants que je disais tout à l'heure. Non, pas d'attaque personnelle. Non, ça n'est pas justement. Ça, c'est pas sympa. En disant il y a une chose que j'ai. En disant ce non, mais c'est des petits jouets, mes enfants adorent ça. Écoutez, j'ai rien contre les Playmobil. Alexis Corbière, il y a une chose que j'ai trouvée contestable, pour tout vous dire, c'est que le débat, moi, je pense même qu'on pourrait aller à 15 jours, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, et d'étendre le congé de deuil au conjoint, parce qu'il y a des difficultés aussi considérables dans le deuil d'un conjoint. Et je pense que là, on peut avancer. C'est pas excessivement coûteux et sont vraiment des mesures d'humanité. Mais accuser un ministre qui s'est pris les pieds dans le tapis, c'est clair, personne non, je vous laisserai pas dire ça. Elle s'est pas pris les pieds dans le tapis. D'inhumanité. Ah oui. Là, pardon, mais moi je vous le dis. Elle ne s'est pas pris les pieds dans le tapis. Elle était contre. Elle l'a dit clairement, et elle a observé. C'est peut-être un point qui... Vous l'avez pas senti mal à l'aise ? Non, mais je trouve que Mme Pénicaud, de manière générale, a parfois un discours
d'une brutalité sur des questions sociales, où il faut faciliter les licenciements, ça ne lui pose pas de problème. Cette dame, par ailleurs, vient de l'entreprise privée. Enfin, je veux pas la... Oui, mais enfin, on peut venir de l'entreprise privée, avoir beaucoup de cœur. Oui, j'entends bien, mais enfin, que ce soit elle ou M. Pietraszewski aujourd'hui qui s'occupe des retraites, qui est connu comme DRH de Auchan, qui avait licencié une caissière pour quelques centimes d'euros, je connais beaucoup de gens dans le privé qui ne sont pas comme ça. Là, c'est quand même la frange la plus dure d'un certain patronat et qui a un rapport aux salariés et aux droits des entreprises qui est quand même... Bon, et voilà, ce rapport a amené à ce qu'elle a fait une erreur politique. Une fois de plus, la seule chose qui les fait bouger, c'est l'émotion dans le pays, tant mieux. Mais ça doit être un encouragement à dire, les amis qui nous regardent, faites-vous entendre, parce que parfois, quand vous faites beaucoup entendre, ça les fait bouger. Nous, au Parlement, on essaie de faire le boulot, mais s'il n'y a pas cette émotion populaire, on n'est que 17, on a perdu d'avance. Souvenez-vous-en pour le débat des retraites. Hein. Si vous êtes dans la rue, peut-être qu'on aura plus de voix. Alors, dernier sujet, je voulais vous interroger sur le Brexit, mais hop, c'est du passé. Ouais. Donc, je vais vous interroger sur l'affaire Mila. Vous savez, cette jeune fille mineure qui a dit, évidemment, je répète les chiffres, on n'ose pas les mots, mais je vais les dire, moi, parce que personne ne les dit. Votre religion, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le cul. Il faut dire les choses telles qu'elles ont été dites. Fermez les guillemets, je dis bien. Cela a déclenché de véritables appels au meurtre et au viol. Et finalement, tout le monde s'est partagé sur cette histoire. On pourrait peut-être entendre Ségolène Royal. Alors très vite, effectivement, on va voir qu'elle n'est pas du tout Mila. Critiquer une religion, ça n'empêche pas d'avoir du respect, ça n'empêche pas d'avoir de l'éducation, de la connaissance, aussi d'être intelligent par rapport à ce qu'on dit, et certainement pas d'ériger une adolescente qui manque de respect comme le parangon de la liberté d'expression. Sûrement pas. Alors, on vous a senti à la France Insoumise un peu gêné sur cette affaire, un peu lent à la réaction. Donc j'aimerais vous entendre. Non, mais attendez, que les choses soient simples. Premièrement, nous sommes entièrement consacrés à la bataille contre les retraites. Deuxièmement, je vais être très clair sur ce sujet. On a le droit de critiquer les religions. On a le droit. On a le droit de blasphémer. Même dans des... C'est clair. Mais attendez, encore heureux, le droit au blasphème n'existe pas en République, d'accord ? On a le droit de critiquer. Le droit au blasphème existe en République. Oui, le droit au blasphème, enfin, je veux dire, le blasphème n'est plus... L'interdiction du blasphème n'existe pas. Merci de me corriger, parce que chaque mot, là, le blasphème n'existe pas, d'accord ? Ça n'existe pas. On a le droit de critiquer les religions, de dire ce qu'on veut, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire de manière... Mais que ça ne doit pas susciter... Mais on a le droit, voilà. Donc, on a le droit de le faire. Et les chansonniers, c'est une vieille tradition, etc. Il y a des journaux, je pense à Charlie Hebdo, etc. Très bien. Deuxièmement, il est hors de question que quiconque, quand il fait cela, subisse des menaces de mort. Donc cette jeune fille, comme n'importe qui, ne doit pas subir de menaces de mort. Donc aujourd'hui, le débat, moi, il est simple. Il faut que la République, ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Intérieur, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème pour scolariser cette jeune fille, trouve les conditions. Mais c'est pas à moi de le faire. Hein. Moi, je soutiens si M. Blanquer donne mon aide, mais elle doit être scolarisée. Peut-être trouver les moyens, si j'ai cru comprendre que le CNED la prenne un peu en charge, parce qu'il y a une telle passion. Le centre d'enseignement à distance. Voilà, dû notamment aux réseaux sociaux, parce que tout ça, c'est à l'heure des réseaux sociaux, où cette jeune femme... Moi, je ne commente pas ses propos, je les trouve en plus assez déplacés, mais ce n'est pas le sujet. Bon, voilà, donc il faut trouver la solution et la protéger. Une fois qu'on a dit ça, voilà, on peut passer Ce que je veux dire, c'est que j'en ai assez, moi, mais qu'on utilise parfois des choses qui sont... insignifiante ? Non, c'est pas insignifiant. C'est pas insignifiant ce que je veux dire, mais je ne veux pas que ça serve de prétexte à quand même dire qu'aujourd'hui, la question des retraites me semble être un sujet majeur. Je me suis exprimé clairement comme nous l'avons fait tous. J'ai vu que c'est la mode de dire vous n'êtes pas clair. Moi, je peux pas dire plus clairement les choses que ce que je viens de dire là. Et voilà, de ce point de vue-là, il est hors de question qu'on soit menacé dans ce pays parce qu'on a critiqué les religions. Point final. Point final. Parfait. C'est clair. Merci Alexis Corbière. Merci beaucoup Alexis Corbière d'être venu. Merci beaucoup Roselyne.